La mer avance, doucement, sur nos littoraux où nous avons construit si près pour toujours être plus proche d'elle, tout en détruisant lentement les écosystèmes qui la maintenaient au large. Le recul du trait de côte, bien que la formule soit imagée, fait peur à tout le monde. On y perçoit cette belle maison bourgeoise, cette maison de vacances pleine de sable, ou même cette petite cabane de pêche, s'effondrer d'un bloc ou sombrer sous les vagues. C'est aussi un sujet très technique, car de quoi parle-t-on exactement? De la mer qui monte? Du sable, des cailloux, du sol qui s'effrite, qui s'étiole? Du corail qui ne fait plus rempart? Des digues qui faiblissent? Un peu de tout ça? Sophie Poirier vient frôler ces enjeux, ces questionnements, mais en prenant un pas de côté important, sous l'angle de l'amour et du deuil. C'est l'histoire d'une rencontre, en 2014, à Soulac-sur-Mer. C'est l'histoire d'une passion, d'une obsession même, non pas avec un humain, mais avec un bâtiment. Avec un bloc de béton en lente dégradation. Cet immeuble, qui a été le rêve de nombreuses familles dans les années 70, s'appelle Le Signal. Il a fallu faire le deuil de sa première vie, quand ses occupants ont dû plier bagages à la hâte sur arrêté préfectoral, car il menaçait de s'écrouler. Il faut dire que chaque année, les vagues se rapprochaient toujours un peu plus. Mais il a aussi fallu faire le deuil de sa seconde vie, où abandonné face aux vagues, le bâtiment a accueilli, illégalement, celles et ceux qui cherchaient un refuge, un endroit de fête, ou la découverte de l'interdit. Cet immeuble est tristement devenu célèbre, créant un précédent dans les expulsions face au risque du recul du trait de côte, souvent cité comme l'exemple à ne pas suivre. Sophie Poirier a raconté un autre versant de son histoire, lui redonnant couleur et odeur, ce qu'on oublie bien souvent, nous autres professionnels de la fabrique des territoires. Ce regard poétique et compulsif prend bien plus aux tripes que n'importe quel rapport technique alarmiste, posant encore une fois la force des récits pour nous transformer. Et même si le signal a bel et bien été détruit, le récit de cette rencontre n'en reste pas moins d'actualité face à toutes les ruines que nous avons construites et dont il nous faut nous occuper avec soin. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour Sophie Poirier, vous êtes autrice, vous animez des ateliers d'écriture, vous collaborez avec différents artistes et bien sûr, vous écrivez des livres. Celui dont on va parler aujourd'hui est le fruit d'une rencontre avec un bâtiment en 2014 à Soulac-sur-Mer. On appelle ce bâtiment le Signal. S'il pouvait paraître idéalement situé lors de sa construction dans les années 70, il n'est maintenant plus qu'à 9 mètres des dunes et ses habitants et ses habitantes ont été expulsés car il menace d'être englouti par les flots. On va bien sûr revenir plus en détail sur cette histoire, mais d'abord, pourriez-vous vous présenter et nous raconter comment vous avez rencontré ce bâtiment, même ce territoire? Finalement, comment est-ce que vous êtes arrivé dans ces lieux? Donc, bonjour. J'écris de façon à la fois littéraire et puis aussi pour gagner ma vie. J'ai une écriture de commande qui est plutôt du reportage, du récit, des choses comme ça. Et j'écrivais en 2013, 2014, 2015, j'écrivais une chronique dans un journal mensuel édité en Gironde, un journal culturel, et j'avais une chronique tous les mois qu'on appelait déambulation et qui était un travail d'écriture qui me faisait aller dans des lieux
un peu différent. L'idée, c'était pas de faire une exploration touristique du territoire, mais plutôt d'aller un peu à côté. Donc, j'ai fait par exemple une déambulation sur les châteaux d'eau. J'ai fait une déambulation dans le musée de la sécurité sociale qui est près de Bordeaux et qui est un peu unique en son genre, forcément. Quelquefois, c'était juste une déambulation qui était de regarder la Garonne et ce qui se passe dans cette dérive. Et à un moment, je crois que c'était la 18e peut-être déambulation, j'ai eu envie de faire un texte qui qui se situerait sur le front de mer de cette ville de Soulac, qui est une station balnéaire un peu particulière parce qu'elle est au fond du Médoc, elle est un peu fanée, toujours abîmée par le vent, le sable. Elle a quelque chose comme ça d'un peu cassé, d'un peu pas en hiver, elle a vite quelque chose de romantique. Et j'avais découvert qu'il y avait sur le front de mer, d'un côté, un musée du souvenir qui était une sorte de préfabriqué qui abrite des vitrines avec des objets datant de la Seconde Guerre mondiale et qui retrace cette période-là. Et qu'on pouvait comme ça marcher depuis le musée du souvenir jusqu'au Signal, qui est cette résidence construite à la fin des années 60 aujourd'hui sur le front de mer, mais quand les premiers appartements sont livrés en 1970, l'océan est à 200 mètres, il y a une dune, on voit pas la mer depuis le premier étage. Donc on est vraiment... voilà, c'était l'envie, c'était de raconter quelque chose qui suive cette promenade un peu étrange. Et à ce moment-là, l'immeuble en 2014 avait déjà été évacué depuis quelques mois de ses habitants à cause de la menace de l'érosion du littoral qui était de plus en plus présente suite aux dernières tempêtes plus importantes. Donc, je savais pas grand-chose. Je savais qu'il était vidé de ses habitants, mais je ne savais pas grand-chose de l'histoire de l'immeuble, de pourquoi ils avaient été évacués exactement, pourquoi à ce moment-là précisément, ni de quelle façon. Et j'étais accompagnée par Olivier Grouzel qui donc lui prenait des photos et c'était dans une atmosphère, c'était au mois de novembre, en plus j'avais des béquilles, des portes étaient cassées, des fenêtres étaient cassées, il y avait des barrières autour mais on pouvait passer dessous. C'était évidemment interdit d'y pénétrer, mais voilà, j'ai suivi un peu audacieusement ce qui n'était pas tout à fait mon habitude, Olivier, pour entrer dans l'immeuble et vivre cette sorte de choc esthétique qu'on a ressenti très fortement tous les deux, qui était d'entrer dans les appartements, les portes étaient ouvertes, voilà, d'entrer chez des gens, mais dans des lieux à moitié abandonnés, avec parfois encore beaucoup d'objets qui étaient là, un décor, une mise en scène différente à chaque fois, avec au fond toujours ce motif de l'océan, et là, avec l'océan qui était au pied de l'immeuble, je crois qu'il y avait 7 à 9 mètres de terrasse encore et un peu de dune, mais donc très vite on avait l'impression d'être plutôt dans un bateau que dans un immeuble. Il y avait quelque chose et cet océan au fond de chaque fenêtre qui était assez fascinant. Et je dis choc esthétique parce qu'il y avait quelque chose dans chaque pièce qui était très avec une couleur, avec un univers, avec comme des mises en scène. Et c'est vrai que un des premiers appartements dans lequel on est entré, il y avait 2 chaises posées face à la mer qui avaient l'air de nous attendre, quoi. Donc évidemment, on s'est assis là et je raconte ce
souvent ça, enfin, je l'écris dans le livre, à partir du moment où je m'assois là, sur cette chaise un peu qui a l'air d'attendre, il y a quelque chose un peu du sortilège ou comme dans les contes de fées, quoi. Dès qu'on touche à quelque chose, il y a tout un tas d'événements qui s'enclenchent, auxquels on ne peut pas résister. Voilà, il y a quelque chose qui se passe là, je crois vraiment profondément à ce moment-là, d'une sorte d'obsession qui va naître. Et puis, je pense aussi que c'était un moment où ça faisait quelques mois que les habitants avaient été expulsés. On avait l'impression d'une fuite, comme si c'était la guerre ou s'il y avait une bombe. Donc ça, je comprenais pas trop pourquoi. Et puis, il y avait aussi beaucoup de traces de vie qui étaient là. Et je pense que ça fait partie des choses aussi qui ont participé à ce choc émotionnel. C'est-à-dire qu'il y avait aussi l'abandon qui était déjà en présence, quoi, qu'on ressentait. Et tout ça a fait cette atmosphère romanesque, ces images d'océan et ces pièces qui se suivaient, qui se ressemblaient pas, avec des vitres cassées, donc les bruits, le vent, les claquements, les sifflements, la lumière qui change au fur et à mesure de la journée. Bon, voilà, c'était un moment extrêmement fort qui a vraiment fondé le travail d'écriture. Oui, c'est intéressant ce dont vous parlez, cette espèce d'entre-deux, puisque finalement, on n'est pas encore... C'est déjà une friche, mais pas complètement. Les habitants viennent de partir ou de fuir. Donc, on est vraiment dans une histoire où on ne sait plus, c'est pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça va avancer. Et vous le dites très bien, vous êtes rentré dedans, donc après ce choc esthétique, vous ne saviez pas aussi ce qui s'était passé avant, ou j'imagine ce qui allait se passer après. Donc vous avez travaillé là-dessus forcément pour l'écriture de votre livre. Est-ce qu'on peut revenir un peu effectivement sur l'histoire de ces lieux? Alors à la fois, qu'est-ce qu'était le Signal au moment, j'ai presque envie de dire, de son apogée en tant que bâtiment, mais aussi l'histoire de cet entre-deux finalement avant la démolition du bâtiment que vous avez vécu du coup personnellement. L'histoire, c'est vraiment au fur et à mesure que je me suis intéressée. D'abord, il y avait son moment de création et la livraison des premiers appartements en 1970, qui est mon année de naissance aussi. Donc, il y avait quelque chose de générationnel qui s'installe dans cette histoire. Et puis, c'est vraiment le début des aménagements de la région et de la façade atlantique, les aménagements pour le développement du tourisme. Donc ces grands programmes résidentiels. Et puis c'est la fin des 30 Glorieuses. On est encore dans cet élan du développement, de la croissance infinie, du progrès. Et donc là, c'est une résidence qui a une architecture assez basique, qui ressemble vraiment à un gros pavé plus HLM qu'autre chose, qui a pas on peut pas dénoter un geste architectural. Le projet de départ, c'était une dizaine de bâtiments comme ça, qui auraient fait une ligne, et je pense qu'il y a un petit décroché. Je pense que la pensée architecturale, elle était là dans cette ligne, et qu'on peut pas sentir. Le projet s'est arrêté à ces deux bâtiments collés l'un à l'autre. C'est plutôt adressé à une classe sociale moyenne. Hein. C'est pas du tout une résidence de luxe. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de garage. Enfin bon, on est dans quelque chose d'assez simple. Il y a la vie de l'été, puisque c'est une station balnéaire, donc c'est beaucoup aussi un mélange de résidences secondaires et quelques résidences principales. Et puis se déroule comme ça un certain nombre d'années, on va dire, je schématise une quarantaine d'années avant que les choses deviennent un peu dramatiques. L'érosion du littoral à cet endroit-là est
particulièrement frappante. On est à la sortie de l'estuaire, beaucoup de vent, il y a des mouvements de sable. La dynamique des plages est freinée aussi à ces endroits-là par par les fronts de mer, par les bâtiments, les digues qu'on fait ailleurs, mais qui déplacent les choses. Donc le signal, la résidence du signal va être considérée en danger avec cette éventualité d'une expulsion à un moment qui sera nécessaire. Les habitants commencent à batailler quand même pour être protégés par une digue, c'est pas fait. Bon, voilà, je passe un peu les procédures et les batailles de cet ordre-là qui m'intéressent un peu moins dans cette histoire, même si elles sont importantes. Sur la côte atlantique, c'est un des premiers bâtiments à être confronté à ce problème, à ce point-là. Il y a la ville de Lacanau, pas très loin, qui est en pleine expérience avec d'autres façons de résoudre. Et donc, suite à des tempêtes en hiver plus violentes, fin 2013, début 2014, un arrêté d'expulsion pour péril imminent est donné, ce qui donne 48 heures pour évacuer les lieux. Ce qui explique, ça je l'ai compris en discutant avec quelques habitants, ce qui explique cette impression de fuite finalement qui est qui était quand même assez curieuse parce que l'érosion du littoral, ça de temps en temps c'est assez spectaculaire, mais voilà, là on savait, ça arrivait, c'est quelque chose qu'on pouvait préparer, donc ça explique la fuite. Et moi, quand j'y entre, il y a 8-9 mois déjà d'abandon, on va dire, ce qui est pas suffisant encore pour le détruire complètement. Sans doute que un an plus tard, j'écris pas ce livre parce que après, comme dans les friches, quand la destruction commence, et les hommes sont plutôt efficaces là-dessus. Les squats, les tags, et puis voilà, on casse. Et quand on commence à vraiment casser, ça s'amplifie comme ça très vite. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, il a eu une sorte de dégénérescence comme ça qui m'a touchée aussi et qui a continué de sa solitude posée comme ça sur le sable, face aux éléments, face aux violences des squatteurs et voilà des visiteurs variés. Il y a un appartement qui a pris feu, et puis au fur et à mesure, voilà, il y a 15 fenêtres cassées, puis 30, puis enfin toutes sont cassées. Enfin voilà, il y a eu toute cette étape-là où à un moment je l'ai trouvé quand même un peu moins beau et un peu moins poétique. J'avais du mal à. Et puis c'est décidé la phase de démolition, de désamiantage. Donc là, j'ai encore appris tout un tas de choses, de vocabulaire, des matériaux, des choses comme ça. Et d'assister à ça, c'est au fur et à mesure, l'immeuble est devenu une sorte de squelette très géométrique, très pur. Depuis l'intérieur, puisque j'ai continué à y entrer malgré les interdictions variées. Quand on regardait la mer par les fenêtres, il y avait les appartements sont devenus traversants puisqu'on a enlevé tout, on laisse que le béton dans cette phase-là. Donc tous les matériaux, les cloisons sont enlevés. Donc les appartements étaient traversants. Ça donnait des perspectives géométriques. J'ai beaucoup pensé à ce tableau d'Edward Hopper où je sais plus comment c'est, la femme à la fenêtre dans le soleil où on voit l'océan comme si elle était voilà, il y a quelque chose comme ça d'une géométrie avec la lumière du soleil qui se déplace et cette oui, quelque chose d'une élégance qui est revenue. Et puis quelque chose que j'ai encore constaté pendant la démolition, puisqu'il a été démoli là il y a un mois.
c'était pas juste un immeuble posé sur la plage, construit face à la mer. Je pense que c'est un immeuble qui avait, pour quelle raison j'en sais rien, mais qui avait une véritable présence et relation à ce paysage océanique. Et ça, jusqu'à la fin, même quand il restait un dernier morceau, même quand il a resté que cette ligne de gravat à la place de l'immeuble, je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une sorte de puissance esthétique et relationnelle entre ce paysage de l'océan, cette première ligne sacrificielle qui est très exposée, qui est donc quand même toujours très forte, la sauvagerie autour des dunes et des oyas, des végétations, beaucoup de vent toujours. Voilà, il y avait vraiment quelque chose, un lien entre ce paysage et cet immeuble que j'ai ressenti dès le début, et qu'après j'ai fantasmé, que j'ai brodé, dont j'ai fait de la poésie ou de l'amour, mais à la fin j'ai vraiment ressenti ça. Je me suis dit, je me suis pas trompée, mais il y avait, voilà, ce que j'ai ressenti au début, c'était bien quelque chose d'une présence qui avait à voir avec le paysage. Oui, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu là-dessus parce que vous le dites, vous rentrez dans un immeuble. Alors, il y a un bâtiment, un immeuble, finalement qui s'insère dans son paysage. Il y a un choc esthétique, mais il y a aussi presque un choc de vie, de voir donc cette fuite en avant. Mais donc, il y a encore du décor, presque une sorte de mise en scène finalement. Et vous l'avez dit, vous l'auriez sûrement pas vécu pareil s'il avait été déjà désossé, s'il avait déjà perdu ces couleurs-là. Et c'est quelque chose qu'on ressent énormément, en fait, dans votre livre, où vous franchissez ces grilles de manière, en effet, illégale, mais ça rajoute aussi à la lecture, je pense. Et finalement, vous avez commencé à l'esquisser, mais vous entretenez presque une relation intime avec lui, ou en tout cas, peut-être avec ce qui s'y joue, je ne sais pas. Et c'est quelque chose qui fait qu'on s'accroche aussi, je pense, à la poésie qu'il peut y avoir dans votre ouvrage là-dessus. Oui, parce que je sais que dans les retours que j'ai pu avoir de lecteurs, finalement, on a aussi parlé de deuil et de choses qu'on abandonne, de lieux qu'on doit laisser derrière soi, et ça renvoie à tout un tas de situations, des situations plus, on va dire, moins graves, moins dangereuses quand il s'agit de vendre la maison de ses parents ou de ses grands-parents qui sont morts, ou quand il s'agit de quitter un pays en guerre, où là c'est encore une autre violence. Mais finalement, il y avait dans ce lieu ces sensations-là qui étaient prégnantes, de laisser derrière soi. Et puis c'est aussi la fin de quelque chose, évidemment. Il s'appelle Le Signal. En plus, quelle agence de com donnerait un nom pareil aujourd'hui à un immeuble en construction? C'est plutôt le Belvédère ou des choses comme ça. L'Horizon, enfin voilà. Mais Le Signal a quand même une connotation un peu alarmiste. Donc, il y a aussi, quand je parlais de ces 50 ans de vie qu'il a eu, 52 ans, il y a aussi ce passage voilà, du progrès, cette croissance infinie qui va, voilà, nous apporter le bonheur à tous. 50 ans plus tard, on n'est évidemment pas du tout raccord avec ça, et ça nous demande tout un travail de déconstruction, justement, de démolition de beaucoup d'idées qu'on avait, notamment celles liées à la transition écologique, et c'est aussi un bâtiment qui m'a fait faire ce travail-là de réflexion. Et il était passionnant pour ça, pour tous ces tiroirs que, au fur et à mesure que j'y suis allée, que je l'ai observé, que je me suis intéressée, il y avait
voilà, cette idée je me disais, mais oui, ça parle de ça aussi, et puis ça parle aussi de ça. Donc il y a vraiment un mélange de questions peut-être plus importantes et d'intimes, effectivement. Comme je suis tombée amoureuse de cet immeuble, ce qui m'arrive pas tous les jours quand même, je me suis interrogée, et je crois que le livre vient de ça, de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive avec cet immeuble? Et en essayant de répondre à cette question, j'écris le livre. Euh, et à un moment, j'ai accepté l'idée que j'en tombais amoureuse, puisque je m'inquiétais pour lui, puisque j'en prenais soin par le regard, par de noter, de me dire là, il va y avoir une tempête, il va y avoir froid. Enfin, j'en étais presque à des choses comme ça. Donc, de le personnifier et d'avoir une forme de jalousie quand d'autres artistes ou photographes s'en emparaient un peu. Donc, avec aussi toute la fin de vie que j'ai accompagnée finalement de cet immeuble, d'être encore là à côté de lui. On l'a vu quand même mourir, quoi. On l'a vu disparaître on est presque sur 7 ou 8 ans euh, entre le moment où il est vidé de ses habitants et le moment où il a été démoli. Et là, pendant la démolition à laquelle j'ai assisté par tranche, il y avait évidemment beaucoup de curieux parce que c'est assez spectaculaire. La démolition s'est faite par un grignotage petit à petit, donc on voit pas ça tous les jours, donc voilà, ça c'était assez attirant, mais la démolition a été assez douce, je trouve, comme ça, par morceaux, enlevés au fur et à mesure. Donc on avait le temps aussi de le voir vraiment devenir gravat, et puis ensuite de gravat redevenir dune. Donc c'est assez beau aussi comme cycle. Mais c'est très enfin, voilà, je sens verser dans la Bible, mais il y avait un côté voilà, tu redeviendras poussière, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui, euh, qui qui est assez touchant et qui peut évidemment renvoyer à d'autres situations dans la vie avec des vrais gens. Et j'ai conscience que là, parce que quand il a été démoli, j'ai reçu beaucoup de messages de condoléances de la part de lectrices et de lecteurs. Et finalement, bon voilà, c'est quand même qu'un immeuble et j'ai quand même encore ma raison. Et c'est bien aussi, évidemment, c'est bien qu'ils disparaissent. Enfin, c'est bien qu'ils sortent de cet endroit-là. Et c'est intéressant à vivre aussi cette transition pour le coup. Et en plus, on revient à une dune qui va être renaturée, donc c'est assez parfait comme conclusion. Voilà. Je sais pas si je réponds à l'intime qui s'en mêle. Mais c'était ça aussi un peu la difficulté dans l'écriture, c'était d'accepter voilà cette relation amoureuse avec un immeuble et puis ce dosage aussi avec des choses inventées un peu par endroits parce que c'est aussi un lieu vide, donc c'est un peu comme une page blanche. On peut fantasmer, on peut mettre des fictions, on peut mettre des fantômes, on peut l'habiter, le hanter un peu à mon tour. Et donc voilà, trouver comment être un peu dans un récit un peu documenté et en même temps se laisser emporter aussi par l'imaginaire, par la fiction, par la poésie, voilà, des choses comme ça. Non, complètement, et recourir à la littérature, en fait, déplace aussi ce regard parce que nous, ici, sur Dixit, les gens qui écoutent notamment ces podcasts sont beaucoup de professionnels, des étudiants, donc ils vont voir dans le signal, justement, un signal du changement climatique, de l'érosion des sols, et donc aussi une espèce d'étendard de tout le travail qu'il y a à faire dans le reste des territoires. Et vous avez un peu aussi déplacé ce regard en transcendant d'autres enjeux qui sont pas que, en effet, le,
les changements ou la résilience territoriale ou la sécurité qu'il y a par rapport à ça, mais qui en fait va aller bien plus loin sur ces attachements, sur ce deuil à faire, et qui finalement prend peut-être plus aux tripes qu'un rapport, un énième rapport sur le recul du trait de côte. C'est aussi un moyen, je trouve, de parler de ces sujets-là, mais en faisant un pas de côté. J'aimerais bien qu'on puisse revenir aux relations que vous avez pu tisser autour de ça. Alors à la fois, je pense à votre ami photographe qui vous a accompagné plusieurs fois, mais aussi peut-être aux anciens habitants et habitantes, à celles éventuellement qui vivent à proximité du Signal, qui eux n'ont pas forcément été expulsés, mais qui ressentent cette situation-là. Et après, je ne sais pas à quel point vous en avez croisé, mais aussi forcément ceux qui ont déambulé dans le bâtiment pendant cet entre-deux pour faire la fête, pour casser aussi, pour s'aimer, enfin bref, toutes ces relations que vous avez pu tisser autour de ça. Alors, les relations avec les habitants du Signal ont été un peu aléatoires et j'ai pas creusé ça. Alors que ça m'arrive de le faire pour des commandes d'écriture sur des projets de chantier, d'architecture, enfin des choses comme ça. Ça a pu m'arriver. Donc, en plus, c'est quelque chose que j'aurais pu faire presque professionnellement, on va dire. Mais comme il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin, un procès en cours pour savoir qui va compenser la perte d'un immeuble, qu'est-ce qu'il vaut, qui doit payer. Ça aussi, c'est des questions qui sont intéressantes, que j'aborde un peu, mais sans m'attarder, mais qui sont des vraies questions. C'est la collectivité qui a donné un permis de construire, donc pour le moins, la collectivité doit un peu assumer le permis de démolir et d'avoir installé ces gens-là. Voilà, ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui qui ont des vrais enjeux. Il y avait aussi le fait que ce soit un immeuble sur la côte sablonneuse du littoral et qu'il va y en avoir d'autres. Donc, il y a des procès. Il faut éviter des jurisprudences qui pourraient être ruineuses pour la collectivité. Enfin, bon, voilà, il y a tout ça. Donc, à un moment, je me suis un peu écartée aussi de ces habitants-là pour pas m'en mêler avec ça, pour pas non plus avoir l'air d'être dans une enquête de journaliste, parce que c'était pas ça qui m'intéressait non plus. Et il commençait à y en avoir aussi. Donc, ça a été un peu aléatoire sur des petits échanges comme ça de mails ou autour du bâtiment, mais pas de façon trop poussée. J'en ai eu davantage depuis la sortie du livre, avec aussi quelques habitants qui m'ont dit que ça les aidait à faire le deuil de ce qu'ils avaient vécu, parce que ça les accompagne aussi dans leur propre histoire d'une autre façon que par la justice. Et voilà. Et puis aussi dans Soulac-sur-Mer, c'était compliqué parce qu'il y a aussi une partie des habitants de Soulac qui ont considéré que cet immeuble, on le surnommait la verrue pour de vrai, c'est-à-dire vraiment entendu des gens dire la verrue. Et avec la verrue, les gens qui sont dedans sont un peu la verrue aussi. Enfin, donc il y avait aussi des choses un peu violentes comme ça, un peu. Donc les humains sont plus compliqués à vivre que les dunes et le vent, le sable et tout ça. Donc bon voilà, j'ai traversé un peu ça. J'ai fait des rencontres avec certains artistes, une femme notamment qui fait de la sérigraphie, qui a travaillé aussi sur l'immeuble et on s'est rencontrés autour de ça. Olivier qui lui a fait un travail vidéo et notamment un travail d'installation vidéo, de filmer les rideaux, les stores, les vues à travers ces fenêtres cassées. Ces vues sur la mer qui s'appelle 18 rideaux, qui est devenue une œuvre d'art contemporain qui fait partie d'une collection dans un centre d'art. Quelques photographes, certains dont j'ai apprécié le travail, d'autres moins. Voilà, faire attention aussi. J'ai essayé moi d'avoir beaucoup de délicatesse aussi par rapport à ce que vivaient les gens à l'intérieur de ça et
voilà, tous les photographes, artistes le sont pas non plus. Il y a quelque chose de voyeur, montrer ces appartements. J'ai vu des gens pleurer quand même sur le parking, hein, de remonter chez eux et de voir dans quel état c'était. Et après, je suis beaucoup allée à Soulac et donc j'ai aussi développé une sorte d'affection supplémentaire pour ce lieu où j'aime beaucoup aller écrire, où j'ai pas d'appartement avec vue sur la mer, où j'ai quelques copines maintenant qui m'hébergent un peu, voilà. Mais c'est un endroit qui continue de me bouleverser quand même par sa situation géographique un peu comme ça, étonnante. Et ensuite, il y a eu aussi ces rencontres avec la libraire de Soulac, avec, enfin voilà, le festival, leur petit festival du livre. Enfin, la littérature se mêle aussi dans ma vie à la station balnéaire, à l'immeuble. Les retours que j'ai sont assez touchants quand même. Donc ça aussi, ça fait des rencontres. Et dans les invitations qui ont été générées par le livre, j'ai aussi pu rencontrer voilà, d'autres écrivains ou d'autres artistes sur des gens qui ont écrit sur l'effondrement, par exemple, ou des choses plus liées à l'architecture. J'ai eu aussi pas mal de choses comme ça. Par exemple, pour ouvrir aussi, voilà, sur des découvertes que moi j'ai pu faire. J'avais été invitée à Lyon par une librairie qui est plutôt spécialisée en art, en architecture, dont le nom m'échappe là tout de suite. Je crois que c'est la librairie d'Escours, quelque chose comme ça. J'avais été invitée avec une écrivaine qui s'appelle Nina Léger, qui a écrit un livre intitulé Antipolis, et qui est tout un travail de récit sur le quartier à Antibes de Sophia Antipolis, et qui est un livre très très intéressant sur l'utopie aussi de ces constructions à ces époques-là. Tout ce qu'on projette et ce que ça devient et pourquoi on construit de cette façon-là, et voilà, toutes ces questions autour de comment on habite un lieu et comment, c'est quand même des choses qui se croisent dans mon travail et que j'ai trouvé intéressantes. Et voilà, c'était où aussi j'avais une rencontre à Paris à la librairie du Divan avec Marianne, voilà, son nom va m'échapper, c'est très très mal de ma part. Son livre s'appelle Marianne Rubinstein. Son livre s'appelle Détroit, dit-elle, où elle en mêle la résilience de Détroit et sa propre résilience, sa propre guérison avec un cancer. Voilà, ça m'a fait rencontrer aussi, voilà, d'autres autrices particulièrement, qui sont comme ça, qui en mêlent comme ça le lieu, le paysage et soi, ou le corps, l'intime. Enfin voilà, ces emmêlements comme ça. C'était. Il y avait aussi à cette même rencontre Christine Lecomte qui a écrit un livre. Réparer la ville, je crois que c'est ça le titre. Voilà, donc on était ça m'a fait aller aussi à la rencontre d'univers pas très éloignés, donc, mais ça c'était assez passionnant aussi dans l'aventure du livre, de continuer à réfléchir à ça et de découvrir voilà, d'autres univers littéraires ou citoyens, enfin voilà, dans un engagement comme ça. Peut-être pour finir, vous allez trouver ma question un peu abrupte, parce que j'ai l'impression qu'on parle aussi de ça depuis le début finalement, mais
qu'est-ce qui vous a donné en fait envie de vous dire ça va être un livre, cette relation, ce qui se passe là va être un livre qui en plus sera publié sans tomber dans une enquête journalistique comme vous l'avez dit ou un documentaire, voilà, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus froid, comme ça se fait déjà beaucoup, pourquoi pas, et de vous être dit, bah non, ce sera ce format-là, avec ces sentiments-là dedans et ces sentiments par rapport à un bâti, à un territoire, une géographie, un habité aussi. J'ai essayé d'en faire un roman au départ parce que c'était un décor idéal pour, voilà. On aurait pu trouver un cadavre et faire une enquête policière. Enfin, bon, il y avait un peu tout ce qu'il fallait pour ça. Donc, j'ai essayé. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui arrivait pas. Des questions à se poser pour écrire un roman que j'avais pas du tout envie de me poser. Et puis après, c'est aussi des lectures, des autorisations. Moi, je prends beaucoup appui dans ce que je lis. Et souvent, il y a des livres comme ça qui donnent un peu de liberté, où on se dit, ah oui, en fait, on peut écrire, finalement, on peut écrire comme on veut, ce qu'on veut, et le territoire de la littérature est fascinant pour ça. Donc, voilà, d'entendre aussi d'autres écrivaines parler de certains livres. J'avais écouté Mélisse de Kerangal qui abordait son ouvrage sur Kiruna, cette ville en Suède qui est en train d'être déplacée entièrement parce que les mines d'acier en dessous sont creusées, donc on risque de faire effondrer la ville. Et je me souviens quand à cette rencontre, elle parlait de ça, d'autres choses qu'elle écrivait, et elle avait eu cette phrase en disant pour écrire, il faut être obsédé, il faut avoir une obsession, quelque chose. Et finalement, moi, ça faisait déjà 4-5 ans que j'étais dans mon obsession du Signal, et tout d'un coup, voilà, c'est des phrases comme ça où je me suis dit, mais arrête de tourner autour des choses, t'es obsédé par cet immeuble, essaye d'écrire ça. Voilà. Donc là, je prends le jeu, JE, et j'essaye. Et puis là, il se passe vraiment quelque chose, donc voilà, c'est ça qui enclenche le reste. Après, il y a d'autres questions qui viennent à un moment, je quitte un peu Soulac et le Signal. Voilà, est-ce que je fais ça? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je pourrais revenir? Est-ce que le lecteur va revenir avec moi ou est-ce que des choses comme ça? Est-ce que j'y ajoute un peu, voilà, ces petits fantômes là qui traversent? Je fais toujours un peu des petits mensonges parce que j'aime bien ça. C'est un endroit parfait pour ça. Voilà, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se construit aussi, qui est de l'ordre du travail, quoi. Une fois passé le premier élan de l'écriture où on se dit bon, oui, c'est bon, c'est là que je vais, c'est là que je suis. Voilà, il y a ce travail de construction pour rendre l'objet plus solide. Mais vous voyez, je parle d'écriture, on dirait que je construis un immeuble. Il y a aussi cette proximité dans le fait d'écrire un livre et puis de construire des lieux à habiter. Donc, ça a été une expérience aussi de la liberté d'écrire. Voilà, qu'est-ce que j'ose écrire, et je pensais pas. Alors, j'ai fait en sorte que ça soit pas une maison d'édition locale parce que comme j'habite à Bordeaux, que l'immeuble est à 80 km d'ici, je voulais pas que cette histoire reste comme ça territoriale. J'avais le sentiment qu'elle était plus universelle. Donc, j'étais contente que ce soit une maison d'édition parisienne qui connaisse pas l'immeuble, enfin, que ça se passe comme ça. Mais oui, je suis agréablement touchée par de voir que il y a d'autres gens qui partagent ça et puis qui ont pu me dire voilà, moi aussi j'ai fini par l'aimer, aussi bizarre que cela puisse paraître. Merci beaucoup Sophie Poirier pour cet échange et ce partage de votre expérience.
On va bien sûr mettre votre livre Le Signal dans les liens du podcast, aussi les autres autrices et artistes que vous avez cités. Et puis à bientôt peut-être pour d'autres histoires obsessionnelles. Merci pour l'invitation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.